Bonjour, merci d'avoir répondu à cette invitation du Club de la Presse pour rencontrer Marilyn Baumard, journaliste au Monde, et puis Damien Carême, maire de Grande-Synthe. On en parle un peu depuis quelques temps. Nous allons expliquer tout à l'heure. Mon micro ne fonctionne pas, heureusement. Et en plus, c'est un homme de télévision. Nous nous sommes connus. Il était rédacteur en chef de l'ASTV, la télévision de Grande-Synthe. Vous voyez, la preuve, le monde est petit et il est bien fait. Alors, Marilyn Baumard, vous êtes journaliste au Monde. On vous a vu et lu pendant le démantèlement du camp de Calais. Il n'y a pas, c'était l'année passée déjà. Parfois je cherche. Oui, c'était déjà l'année passée. Peut-être tout à l'heure, allez-vous nous expliquer ce que vous en pensez, nous dire ce que vous en pensez aujourd'hui, quelques mois après, comment ça s'est passé, ça on l'a bien vu, mais quelles sont les conséquences, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Et puis vous avez suivi toute l'actualité à Grande-Synthe, depuis le camp de Baroque jusqu'à la Linière. Et vous êtes aussi spécialisé dans les migrations, même si vous avez également écrit des livres sur l'école, sur toute la politique éducative. Voilà. Damien Carême, alors maire de Grande-Synthe. Vous êtes maire de Grande-Synthe depuis 2001. C'est votre troisième mandat, le dernier, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y aura pas de quatrième, puis vous dites qu'un élu n'a pas pour vocation de briguer tout le temps un nouveau mandat. Donc il faut bien mettre une fin quelque part. Bon, alors on verra ce que vous ferez d'ailleurs après. Il y a déjà des idées dans ce livre. Votre famille est d'origine lorraine. Vous n'êtes pas Dunkerquois ou Grand-Saintois d'origine. Enfin, vous, oui. Oui. Vous êtes lorrain, oui, bien sûr. Vous arrivez dans les années 60, à peu près en même temps ou juste après 68. 68. Donc après, quand même bien après la plantation de la sidérurgie, les pieds dans l'eau, comme on dit à Dunkerque, c'est-à-dire de Usinor, devenu aujourd'hui ArcelorMittal. Alors, vous n'êtes pas le premier Carême à être maire de Grande-Synthe, puisque votre père René Carême, qui était ouvrier, a été maire également pendant une période longue, de 1971 à 1982. Je ne me suis pas trompé 92. Oui, 21 ans. Oui. Donc, Grande-Synthe, c'est une passion. Vous y avez grandi, vous avez été animateur socioculturel, vous avez fait des études d'informatique, vous vous plaisez à dire que vous n'avez pas fait l'ENA ou une grande école comme d'autres élus. Je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé, vous avez été rédacteur en chef d'une des toutes premières télévisions locales, c'était au début des années 80, l'ASTV, pour Association Télévision de Grande-Synthe, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis vous entrez... alors votre père, vous le citez beaucoup dans ce livre. Vous entrez au Parti Socialiste en 85, un peu à sa demande, beaucoup à sa demande, sur son insistance même. Vous allez le quitter en 92, à cause de Maastricht. Je ne reviens pas dans le détail. Vous y revenez, après votre élection, en 2002, à la ville de Grande-Synthe. Vous repartez en 2014 pour entrer au groupe EELV, les Verts, Europe Écologie Les Verts. J'ai cru comprendre que vous aviez un peu hésité, d'ailleurs. Les Verts, le Front de gauche, mais enfin, vous avez une sensibilité écologique forte, on va en reparler tout à l'heure. Et vous étiez aussi très proche des Payons, Montebourg, Amont, reste plus qu'Amont, aujourd'hui. Voilà, c'est pas agaçant, ça, pour les Grands-Saintois, vos changements, vous partez, vous revenez du PS, vous partez, peut-être une petite réaction tout de suite là-dessus. Je ne sais pas, il faut leur demander à eux. J'en ai pas l'impression en tout cas, puisqu'en 2014, j'ai été réélu au premier tour avec 6 listes en présence et avec 53% des voix. Donc je pense que quelque part, ils comprennent les explications que je leur donne. Et c'est parce que je suis moi fidèle à une ligne et qu'à un moment, c'est le parti qui était plus fidèle à sa ligne. Donc moi, je continue et puis voilà, et je continue mon combat militant après, là où je pense être le mieux placé pour les mener. Très bien. Vous avez raté il y a quelques semaines, c'était en février, le titre de meilleur maire du monde, puisque ouais, c'est un concours qui est organisé par une association philanthropique londonienne, City Mayors Foundation. Vous êtes arrivé à la 9e place pour votre action en faveur des migrants. Il est intéressant de noter que celui qui a eu la première place, c'est un maire belge, le maire de Malines, j'oublie son nom, mais il est arrivé à la première place. C'est donc le meilleur maire du monde pour son action, pour avoir fait de sa ville un modèle d'intégration des personnes, des populations belges qui sont originaires du Maghreb, d'Afrique du Nord.
Voilà, comme ça la boucle est bouclée. La presse, à votre égard, c'est assez rare pour le souligner, est dithyrambique. Je cite quelques titres, je ne vais pas tout citer. Hein. À chaque fois, il faut mettre Damien Carême avant. Alors, Damien Carême, l'écolo qui défie l'État, ça c'était France 3. Têtu et courageux. Le héros de Grande-Synthe, c'est Le Monde. Un maire hors du commun. Haute estime, haute H-O, avec le circonflexe, tant pis pour la nouvelle orthographe, T-E, haute estime, célibé. Libération, qui écrivait le 20 mars, le maire de Grande-Synthe accueille les réfugiés et tente de préparer sa ville industrielle à la social écologie du XXIe siècle. 2 axes qu'on retrouve dans ce livre, les migrants, ce que vous avez fait sur le col de la Linière, et l'avenir de Grande-Synthe. Et puis, j'ai oublié de dire, vous êtes aussi président, c'est toujours vrai, ça, de l'association des maires, villes et banlieues. Président d'honneur, maintenant. Président d'honneur. Formidable. Alors, on en arrive à l'actualité, à ce livre. Une petite question quand même. Le titre, c'est « On ne peut rien contre la volonté d'un homme ». C'est une citation qui a été reprise par le ministre de l'Intérieur de l'époque, l'actuel Premier ministre, Bernard Cazeneuve, mais c'est une citation de François Mitterrand. Et François Mitterrand avait dit aussi à un autre maire, à un président de la communauté urbaine bien connu ici, Pierre Mauroy, il lui avait dit un jour, quelque part du côté du Touquet, vous mettrez du bleu au ciel. Et ça donnait lieu à un titre qui s'appelle « Mettez du bleu au ciel », signé Pierre Mauroy. Il faut y voir un effet de... Ah non, j'ai pas du tout cette prétention-là. Non, je trouvais que la phrase, et l'éditeur l'a retenue, parce que après le combat, entre guillemets, qu'il a fallu mener pour imposer cette idée de faire ce lieu d'accueil humanitaire à Grande-Synthe, je trouvais que le ministre de l'Intérieur, qui vient signer la convention pour nous accompagner financièrement, qui cite cette phrase, était une belle reconnaissance du travail qui avait été accompli, et une reconnaissance aussi que, quelque part, il s'était trompé, il avait mal évalué les choses, et que voilà, c'était une forme d'hommage, et c'est pour ça que j'ai repris cette phrase, parce que c'est une des phrases les plus fortes qui m'a été donnée d'entendre sur mes mandats. Comment avez-vous travaillé tous les deux sur ce livre? Vous avez échangé, dialogué? Comment vous avez écrit Non, j'ai tout inventé. Je parle de l'écriture. Ben oui, j'ai écrit le premier jet, et puis ensuite Damien Carême relisait, amendait, changeait, disait oui mais on n'a pas parlé de ça, oui mais voilà. Donc après on faisait un retour et ainsi de suite. D'accord. Marilyn est venue en immersion sur la ville, a rencontré plein de personnes, et parce que moi c'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce livre, c'est le regard. Moi je l'aurais pas écrit comme ça si j'avais dû l'écrire, parce qu'il y avait plein de choses auxquelles je pense plus forcément, parce que ça rentre tellement dans le quotidien qu'on n'y pense plus. Et je pense que le regard extérieur de Marilyn sur la ville, sur les habitants, sur les techniciens de la ville, a été fait que les deux ont été très complémentaires. Alors voilà comment ça commence, et puis après je vais vous demander de nous résumer cette évolution entre ce campement tel qu'il existait avant, sur le terrain de Baroque, et puis ce que c'est devenu aujourd'hui. Un petit extrait, j'espère ne pas être trop long, sinon vous me couperez. Hein. On est le 7 mars 2016 au matin, le soleil se lève à peine, un petit frimard rappelle que l'hiver n'est pas loin et n'a pas dit son dernier mot. J'ai les mains dans les poches, l'estomac noué. C'est vous qui parlez, bien sûr. C'est le jour du grand déménagement. Les 1400 Kurdes qui campent dans la boue sur le terrain de Baroque vont être acheminés en bus vers ces nouveaux camps à peine terminés. Ça sent la colle, la pâture. Près de 400 cabanons de bois sont posés par petits îlots pour créer des villages, un voisinage à dimension humaine. Le sol est gravillonné, les blocs sanitaires fonctionnent, je frissonne, incroyable d'en être arrivé là. Je suis venu suivre l'installation des premières familles, j'ai un besoin vital de lire un sourire sur ces visages marqués par l'épreuve, la souffrance, la route. Tout l'hiver, je les ai vus tellement désespérés, je suis perdu dans mes pensées quand un petit garçon de 7 ou 8 ans vient vers moi, me tire par la veste, comme font les enfants, pour m'emmener jouer au ballon. Jouer. C'est justement ce qu'il n'a pas pu faire depuis si longtemps. Le jeu n'avait pas le droit de citer dans le bourbier de Baroque. On survivait dans ce corps de la honte. Et là, tout à coup, la vie peut reprendre. Cet enfant peut sourire, s'amuser. Bientôt, il pourra aller à l'école. C'est bouleversant pour moi. Alors, quel était ce cheminement? Parce que là, ça a l'air formidable, mais il a fallu des années pour en arriver là. Il a fallu aussi des discussions sévères avec l'État.
On vous a accusé d'avoir désobéi. Vous vous écrivez « Non, je n'ai pas désobéi. D'abord, je n'avais pas à obéir à un ministre de l'Intérieur. » Non, j'obéis à des lois, mais pas à un ministre. L'évolution, c'est depuis 2006 à peu près, on accueille des réfugiés, se trouvent sur la ville de Grande-Synthe parce qu'on a une station-service qui est sur l'autoroute A16 qui amène à Calais, et donc ils avaient élu domicile là sur un terrain dans la ville, et la nuit ils grimpaient dans les camions pour partir en Angleterre, et depuis des années ils restaient là 24 heures, 48 heures ou plus avant de rejoindre l'Angleterre. En 2008, c'était la première phase importante, c'est que les associations qui s'en occupaient déjà depuis un certain nombre d'années, qui leur apportaient des vêtements ou à manger, nous sollicitent parce qu'il a fait moins 15 durant l'hiver 2008 et qu'il y avait pour la première fois des femmes et des enfants qui arrivaient sur ce terrain. Donc moi j'étais à l'extérieur à ce moment-là, j'ai téléphoné au service pour qu'on mette une tente chauffée à leur disposition pour pas... Moi j'ai toujours refusé qu'il y ait un mort sur le territoire de ma commune de froid ou de faim, donc que ce soit des migrants, des réfugiés ou des habitants, la logique est la même pour moi. Donc on a mis cette tente, je me suis déjà pris à ce moment-là un courrier du sous-préfet de Dunkerque qui me dit c'est pas bien ce que vous faites, vous allez créer un appel d'air. Et si en plus c'est des réseaux de passeurs qui sont derrière, donc il va y avoir de l'insécurité, comme c'est un terrain qui appartient à la ville de Grande-Synthe, vous assumerez seul la responsabilité. J'ai dit ok, on a assumé la responsabilité, on a continué comme ça, l'hiver s'est passé. Avec Médecins du Monde, qui était l'ONG qui intervenait à cette époque-là, on a dans les années suivantes mis en place des toilettes sèches, on a mis en place un point d'eau, on a mis en place un certain nombre de choses qui leur permettent de vivre un peu dignement. Ils étaient entre 20 et 30 à cette époque-là. Ça a duré, après la communauté urbaine est venue dans la boucle et on a mis des petites cabanes de bois, on a retiré les grandes tentes, on a mis un peu plus de confort entre guillemets sur le camp, jusqu'à l'été 2015 où ils étaient une soixantaine à peu près au mois de juillet, et là en été 2015 il y a eu cet afflux important de migrants en Europe. Et puis surtout, l'État français décide de bloquer Calais, le port de Calais, en mettant des barbelés, des grilles, des rangées de CRS. Et du coup, de 60 au mois de juillet, quand je suis revenu le 15 août à peu près, ils étaient 190, parce que du coup, ça passait plus et que ça s'engorgeait. Et puis, fin septembre, 545, 800 fin octobre, 1800 fin novembre et 2500 au mois de décembre. Entre deux, dès le mois d'août, moi j'avais interpellé l'État en disant moi je veux bien m'occuper des 180 qui sont là en ce moment, mais les associations nous appelaient au secours en disant nous on ne sait pas faire, on savait faire pour 20, 30, 50, mais pas pour 190, pas pour 200, on n'a pas suffisamment de mains pour ça. Et donc je demandais à l'État de faire quelque chose pour éviter qu'on ait un afflux massif comme Calais derrière, où la situation était gérée, elle partait à volo, quoi. Et l'État n'a pas répondu à cette demande-là. J'en conviens que ce n'était pas facile de savoir comment arrêter ces flux. On le voit bien aujourd'hui, on n'arrête pas ces flux qui arrivent partout. En tout cas, voilà, moi je m'étais dit, comme on avait créé avec Marc Boulnois, le maire de Norenfont à l'époque, la maire d'Angres, on avait créé l'association du réseau des élus hospitaliers de la région Nord-Pas-de-Calais pour se dire faisons chacun sur notre territoire, là où il y a des réfugiés présents, organisons un accueil pour éviter que ça repose sur une seule ou deux communes et qu'on se partage cette responsabilité-là à l'échelle de la région. Il n'y avait pas eu beaucoup de candidats à cette époque-là. Bref, on est reçu par le ministre de l'Intérieur avec les élus de la communauté urbaine de Dunkerque le 31 septembre 2015 qui nous dit ok, je vais vous donner des moyens financiers pour rembourser les factures générées par ce que vous mettez à disposition pour les réfugiés, et on mettra des forces de l'ordre supplémentaires pour éviter que les agents de la police nationale qui sont en faction à Dunkerque soient appelés pour autre chose que leur fonction première qui est d'assurer la sécurité publique sur la ville. On a vu arriver des forces de l'ordre mi-octobre, fin octobre, des gendarmes et des CRS, mais qui n'étaient pas suffisamment nombreux pour clôturer tout le terrain, donc c'est pour ça que le nombre a continué à augmenter. Et puis le 13 novembre, il y a eu les attentats à Paris, et du coup toutes les forces de l'ordre sont parties pour aller sur d'autres missions que de surveiller ce camp-là, et c'est comme ça qu'on a été complètement submergés, et que finalement la ville s'est retrouvée toute seule face au problème, et que je ne voulais pas que ça perdure pour ma population, puisque le terrain sur lequel ils était juste en ville, donc de l'autre côté d'un trottoir où il y avait des lotissements, et que les gens ne râlaient pas sur les réfugiés qui étaient présents, mais plutôt de les voir vivre dans des conditions vraiment infernales. Moi, j'ai une employée de la ville qui a sa salle à manger qui donnait sur le camp de l'autre côté. Elle me dit le soir, quand on passait au repas, on voyait les gens dans leur tente sous la flotte, en train de se faire autour du brasero à manger, et que ça la supportait, elle fermait ses stores pour ne pas avoir cette image-là au moment où elle prenait son dîner. Donc voilà, pour protéger cette population, et puis aussi pour offrir
des conditions de vie plus dignes à ces réfugiés qui étaient sur ce terrain-là. Je rappelle qu'au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, l'État et la ville de Calais ont été condamnés par le tribunal administratif parce que justement, il n'y avait pas suffisamment de dignité dans les conditions d'accueil mises en place à Calais, notamment sur le ramassage des ordures, sur les points d'eau, sur les toilettes. Enfin, je ne sais plus quels étaient les griefs qui leur avaient été opposés à ce moment-là. Donc j'ai appelé Médecins sans frontières, qui a l'habitude logistique de monter des camps comme celui-là, parce que nous, on ne sait pas faire. Mais pas en France, justement, c'est ça. Mais pas en France. Non, bien sûr, même pas en Europe. Même pas en Europe. Mais non, mais pas de camp en Europe. Oui. Donc c'était une première de faire un camp aux normes à peu près, parce qu'on n'est pas complètement dedans, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, c'est-à-dire que quand vous avez une unité de vie avec, je ne sais plus les chiffres exacts, mais si c'est une centaine de personnes, vous devez avoir à 30 mètres X points d'eau, X toilettes, X douches à côté. C'est comme ça qu'on a fait un camp divisé en 6 zones avec à chaque fois des toilettes, des douches, des points d'eau et de l'habitat autour, avec le camp sanitaire à l'entrée. Donc on a imaginé ce camp avec MSF. On allait faire l'annonce officielle le 23 décembre, faire une conférence de presse pour annoncer ce que nous allions mettre en place comme solution. Le 22 au soir, je reçois un coup de fil du préfet du Nord, Corday, c'est ça qu'il s'appelait à l'époque, qui me dit je viens d'avoir un coup de fil du ministre de l'Intérieur, vous faites une conférence de presse demain, il voudrait vous rencontrer avant que vous fassiez une conférence de presse. Je lui dis, moi je veux bien le rencontrer, mais c'est demain la conférence de presse. Il veut bien vous recevoir demain, place Beauvau. Ok, donc je dis, ok, je vais aller le voir, et puis on reporte la conférence de presse. Et quand je l'ai reçu, enfin quand il m'a reçu plutôt, j'étais avec le préfet Corday, avec son spécialiste immigration et lui. On n'était que 4, et je dois dire, et je le dis de toute façon tout le temps, c'est que l'entretien s'est très bien passé. Enfin, le préfet arrivait en disant, mais non, regardez, là où ils veulent faire le camp, il y a l'autoroute à côté, il y a la voie ferrée, ça va poser des problèmes de sécurité sur l'autoroute, avec la SNCF, l'accès pour les pompiers, etc., etc. Enfin bref, il avait plein de choses qui allaient contre le camp. Et le ministre lui a intimé à la fin de l'entretien, lui a dit, mais travaillez avec le maire pour faire en sorte de lever toutes ces difficultés et pour qu'on arrive à trouver une solution. Donc il avait acquiescé, dans un communiqué de presse qui s'est fait à la sortie d'ailleurs de cet entretien, il avait acquiescé finalement le déménagement du camp. Moi, je n'ai pas créé un camp, je n'ai fait que déménager une situation qui était un endroit et qui était inadmissible, vraiment inhumaine, à quelque chose qui offrait un peu plus de dignité à ses habitants. Donc on a travaillé avec le préfet, on a remonté à chaque fois des solutions, des préconisations pour lever les doutes, et le 11 janvier, il nous a envoyé un courrier en disant « On n'est toujours pas d'accord sur le fait de réaliser un camp, parce que ça va faire un appel d'air, parce que ça va créer des problèmes d'insécurité, etc. Mais on ne vous empêchera pas de le faire. » Voilà, donc ça veut dire grosso modo, s'il arrive quelque chose, vous en porterez la seule responsabilité. Et donc on a travaillé pendant 2 mois avec MSF, donc entre le 11 janvier et le 7 mars, à construire ce camp, qui devait être d'abord sous des tentes, et finalement, quand ils ont installé 120 tentes à peu près, il y a eu de tempêtes pendant 2 jours qui a tout arraché, donc ils ont mis en fabrication des petites cabanes de bois, ce qu'ils appellent des shelters, et du coup on s'est retrouvé avec 380 shelters sur le camp, le jour de l'ouverture, le 7 mars, donc c'est ce que je raconte le début du livre, là, où on reparle de cette image, effectivement, de ce déménagement. Alors, la petite anecdote aussi, le jour du déménagement, c'est que au moment où tout commence, tout est organisé avec les associations, ça avait été un travail de persuasion quand même pour que les réfugiés partent de manière volontaire. Et au moment où le déménagement commence, ordre du préfet de stopper le déménagement parce qu'il n'y avait pas de commission de sécurité qui était passée sur le camp. Oui. Voilà, alors je dis, mais attendez, il n'y a pas de commission de sécurité à faire passer sur un camp de réfugiés. Il me dit, mais oui, mais avant c'était des tentes, donc il n'y avait pas de commission de sécurité, mais comme c'est des abris en dur, maintenant c'est un établissement recevant du public, donc c'est une législation particulière. Il faut donc que vous mettiez des alarmes incendie dans chacune des cabanes, que vous espaciez de 5 mètres chacune des machins, enfin bref, un truc pas possible. Là j'ai dit c'est pas possible, on peut pas faire ça, donc j'ai demandé au commissaire qui bloquait le départ des bus quel était l'argument juridique qui faisait qu'il bloque les bus, il n'en avait pas, donc il a fait partir les bus finalement. On a fait le déménagement pendant 3 jours, et effectivement pour moi la grande joie, si ça peut être une joie, mais le grand moment, ça a été de voir effectivement ces enfants qui arrivaient enfin sur un terrain sec,
qui prenaient possession de cabanes en dur, qui allaient les mettre à l'abri de la pluie, du froid. Ils avaient des feux à pétrole, ils avaient des couvertures, ils avaient un centre de santé qui ouvrait, ils avaient de l'alimentation qui allait être distribuée. Enfin voilà, même si les choses n'étaient pas parfaites au début, on est encore en train, 1 an après, d'essayer d'améliorer leurs conditions. Mais en tout cas, c'est des conditions qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'ils vivaient à l'époque, avec toute la difficulté qui allait être devant nous. C'est pas encore facile aujourd'hui. Il y a des réseaux de passeurs sur ce camp, vous le savez, je le cache pas. L'anecdote aussi que je raconte souvent, c'est que quand ils étaient 190 au mois d'août, on a essayé de mettre des translocaux avec des toilettes et des douches pour qu'ils puissent subvenir aux besoins naturels. Et le soir même, les passeurs avaient fermé les toilettes et facturaient 5 € à chaque réfugié qui voulait aller aux toilettes. La situation, elle est celle-là. Et aujourd'hui, c'est toujours une bagarre. On a fait tomber 31 passeurs depuis l'ouverture du camp et on continue à lutter contre ce trafic d'êtres humains. Mais je dis tout le temps, parce que souvent certains m'accusent en disant mais en faisant ça, vous favorisez les réseaux de passeurs. Moi, c'est pas moi qui favorise les réseaux de passeurs avec le camp. Ce qui favorise les réseaux de passeurs, c'est les frontières, les barbelés et les murs qu'on construit autour de l'Europe, parce que c'est les réseaux de passeurs qu'on prend pour détourner ces obstacles, pas pour venir sur le camp de Grande-Synthe. Voilà un peu la situation telle qu'elle était. Aujourd'hui, alors, ils étaient 1330 très exactement. Alors pourquoi on est passé de 2500 à 1330 le jour du déménagement, entre décembre et mars? Simplement parce que les ports belges, à l'époque, n'étaient pas protégés. Et donc, beaucoup sont partis par les ports belges et néerlandais. Donc, il y en a 1200 pratiquement qui sont partis sur les 3 mois là, qu'on a mis de constitution du camp. On était donc 1300, il y en avait très exactement 1330 réfugiés quand on a ouvert le camp. Petit à petit, sans mettre de système de contrôle à l'entrée, on était arrivé à 700 au mois d'août. Comment on l'explique ça? Parce que des départs en CAO, en centre d'accueil d'orientation. Pourquoi ils sont partis plus en CAO qu'avant? Parce qu'avant, quand on les voyait, et c'est des journalistes qui me témoignent ça quand ils allaient sur l'ancien camp, ils disaient comment voulez-vous qu'on demande l'asile dans un pays qui nous reçoit dans ces conditions-là, où il y avait de la boue, des rats, des choses partout. Finalement, quand on a amélioré leurs conditions de vie, ils se sont dit tiens, on fait des choses pour nous. Donc il y a eu des départs en CAO. On en est à peu près à entre 8 et 900 départs en CAO du camp de la Linière. Depuis 1 an. Marie-Lise Baumard, justement, en tant qu'observatrice de ces phénomènes, vous le confirmez aussi ailleurs. Ce qui s'est passé à Calais, au départ, c'était pas évident. On a eu le problème des mineurs également. Vous voulez dire sur les le fait de diriger les gens vers des CAO, oui. Les gens n'étaient pas d'accord, il y en a qui revenaient, beaucoup qui revenaient. Oui. On en est où aujourd'hui de cette expérience? On en est aujourd'hui à des retours, oui. Donc des retours de CAO. Il y a à peu près 400-500 personnes revenues à Calais en ce moment. Cela dit, c'est quand même une minorité les retours de CAO. Les gens qui sont à Calais aujourd'hui sont très majoritairement des primo-arrivants, des gens qui sont passés par Vintimille, parce qu'on arrive encore à passer. Il y a un peu de retour d'Allemagne aussi, oui. Un petit peu. Alors c'est des gens qui veulent passer en Grande-Bretagne, donc voilà, il n'y a pas 50 solutions, c'est quand même le point le plus proche et le plus, alors pas le plus facile, mais en tout cas le plus logique pour tenter la Grande-Bretagne. Donc on a vu cette histoire de CAO. Alors en plus, sur Grande-Synthe, il n'y avait pas vraiment de proposition pour aller en CAO. Parce qu'un jour, le patron de l'OFPRA s'est fait raccompagner par des passeurs à la sortie du camp du Baroque. Donc après, il n'y a plus mis les pieds. Donc c'était ça un petit peu le paysage. Donc ça explique aussi pourquoi il y avait peu de confiance et peu d'envie d'aller s'installer dans les CAO. Et c'est vrai qu'il faut une confiance dans le pays. Rester en France quand on dort pendant des mois à Calais, quand on subit les violences policières ou au Baroque, voilà, faut avoir envie, quoi. Je voudrais que vous disiez un mot tous les deux aussi du rôle que jouent les associations, parce que là aussi c'est important. Vous parliez des passeurs tout à l'heure. Ici au Club de la Presse, nous avons rencontré le cas d'un ancien, comment je vais dire, je ne vais pas dire locataire, de la Linière, qui est un ancien résident, voilà, je perds mes mots. C'est un confrère, c'est un journaliste. Il nous a expliqué son histoire, on peut la lire sur le site du club. C'est très simple, hein, il a fui pour des raisons qu'on devine. Il a essayé de passer... alors le camp est en bordure d'autoroute, donc il a essayé de prendre place à bord des camions. Il l'a fait à 2 reprises, il s'est fait prendre à 2 reprises. Il y avait bien sûr des passeurs derrière. Me dit-il, je ne sais pas si vous allez me dire que si c'est un ordre de prix correct, c'est 2500 €.
Alors, que c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros. C'est 10 000. Alors, c'est peut-être 2 fois 2500. J'ai peut-être mal. Bon. Non, mais ça dépend quand est-ce qu'il a tenté de Voilà. passer. Moi, ça fait 2 ans et demi que je fais cette rubrique. C'était effectivement le prix au départ. C'était même moins que ça, le passage. Alors, toujours est-il que. Bon, la première fois, elle se fait prendre, il dit on ne m'y reprendra plus, je ne le fais plus. Il le refait parce que l'occasion se présente et c'est trop tentant. Mais la troisième fois, ça ne s'est plus produit parce qu'il a été pris en charge par une association ou par un collectif associatif qui s'appelle le RAI ici et qui a des antennes, qui travaille avec Salam, avec d'autres associations. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, il ne veut plus partir, il veut rester ici, sauf qu'il dépend de la procédure Dublin 3. Et ça, il est venu par la Belgique. Donc c'est une autre histoire. Alors moi, j'aimerais que vous me disiez aussi bien pour la construction de ce camp et pour la suite, pour la manière dont on se comporte, dont on dialogue avec les migrants ou les exilés, quel est le rôle des associations? Comment interviennent-elles? Au moins sur le camp à Grande-Synthe, on a beau avoir un gestionnaire qui est une forme associative, c'est la FEJ, qui est une grosse association du médico-social qui gère le camp. Il faut absolument la présence associative. Et je pense que c'est un reproche qui est fait au CAO aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette présence associative dans les centres d'accueil et d'orientation. Donc, parce que c'est une vie sociale qui est mise en œuvre par les associations auprès de ces réfugiés. J'allais dire, le camp de Grande-Synthe aujourd'hui, c'est une grande salle d'attente, où les gens attendent le soir pour partir en Angleterre ou attendent une solution, une place en CAO ou quelque chose d'autre. Mais voilà, ils passent leur vie à attendre et chaque jour ressemble au précédent. Et grâce à la vie associative qu'il y a sur ce camp, que ce soit sur l'alimentaire, que ce soit sur les jeux, que ce soit sur l'alphabétisation, que ce soit sur plein de champs du quotidien, voilà, ça leur change le quotidien, ça leur permet de sortir de une forme d'enfer dans lequel ils sont. Et voilà, moi, le rôle des associations est indispensable aujourd'hui sur le camp, à quelque niveau qu'elles soient. Alors, il y a des associations qui vont très loin dans l'accompagnement des réfugiés pour les amener vers le droit d'asile, vers un certain nombre d'associations. Il y en a qui se limitent à venir faire de la distribution alimentaire ou de vêtements sur le camp. Mais franchement, chacun a toute sa place et un rôle extrêmement important sur le camp. Voilà, ça aide aussi. Alors, il y a ce qu'on appelle des maraudes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui viennent présenter le droit d'asile aux réfugiés, faire de la promotion de l'asile en France. Mais c'est peut-être pas suffisant parce que c'est des représentants de l'État et qu'on a une certaine méfiance par rapport aux représentants de l'État. Mais quand c'est des associations qui viennent en parler en disant il y a ça qui existe, c'est possible, on leur parle aussi de Dublin, parce que la procédure de Dublin, elle existe. Donc, mais c'est tout un réseau qui doit se mettre en œuvre pour faciliter les choses. Moi, aujourd'hui, sur le camp, où ils sont 1500 maintenant, il y en a à peu près 200 à 250 qui attendent une place en CAO ou qui veulent faire une demande d'asile. Et malheureusement, il n'y a plus de place en CAO aujourd'hui, c'est complètement engorgé, donc ils ne peuvent pas partir de ce camp-là. Mais ils se morfondent aujourd'hui dessus. Et dedans, il y a... moi, j'ai passé l'après-midi, Kamel, on était hier après-midi, parce que je l'ai pris dans ma voiture, on était à boire un café sur la digue de Malo pour leur changer un peu le quotidien. Et il y en a un qui est médecin interniste qui était médecin interniste à l'hôpital de Bagdad, donc il a un bac +9, 3 ans d'expérience professionnelle, il n'a rien à foutre là. Enfin, franchement, il n'a rien à faire là. Un autre qui est commandant au long cours, qui était commandant au long cours dans son pays, pareil, il est sur le camp depuis 1 an, ils n'ont rien à faire là. Et qu'on a besoin de ces gens-là. Moi, j'ai une polyclinique à Grande-Synthe, j'ai du mal à recruter des spécialistes. J'ai dit à Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, s'il faut, je l'embauche tout de suite à la polyclinique. Il a un problème de langue et on va s'adapter, mais on a besoin de ces gens de qualité. Et c'est des rencontres comme ça qu'on fait au quotidien, que les associations font, qu'un gestionnaire ne peut pas forcément faire parce qu'il est occupé dans ses tâches de gestion au quotidien. Donc voilà, pour moi, le rôle des associations est déterminant. Il y a quelque chose, oui, et il y a quelque chose d'intéressant avec les associations, c'est que maintenant, c'est vrai que vous le racontiez vous sur Grande-Synthe, mais c'est vrai sur Calais plus encore, il y a une longue histoire du rapport aux migrants. Et quand on regarde l'histoire des associations qui sont sur place, elles se réinventent sans arrêt. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant à voir. Une association comme l'Auberge des Migrants, mais c'est vrai aussi pour Salam, ils ont sans arrêt réinventé le travail en fonction des besoins,
en fonction du nombre de personnes qui sont là, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose de distribuer à 100 personnes ou alors d'avoir une jungle immense où on fait plus de distribution de nourriture ou beaucoup moins ou de façon ponctuelle dans un coin qu'on va s'occuper, qu'on voit que tout à coup le manque il est ailleurs. Donc ça c'est quelque chose, je crois qu'il faut leur reconnaître une force, une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Et il y a autre chose qui a été inventée, je crois, sur cette zone, sur Calais et Grande-Synthe, c'est le travail commun des associations ensemble avec une structure qui s'appelle la plateforme... Service migrant. Oui, service migrant, voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose d'abord qui n'est pas... Moi, j'ai jamais réussi à aller à leur réunion hebdomadaire depuis des années, toutes les semaines à Calais. Qui réunit, alors c'est ouvert, donc toutes les assos peuvent venir. Enfin, quand je dis j'ai jamais réussi à y aller, ça veut dire vraiment c'est pas des gens qui font de la publicité, mais je crois que sur le fond, ils ont mené un travail de fond qui ont permis aux associations de se coordonner. Bien sûr, il y en a qui se marchaient sur les pieds, il y en a qui tiraient la couverture à eux, mais globalement, ils ont permis de maintenir ce tissu associatif, d'être complémentaires, de penser comment travailler, comment être efficace ensemble. Et puis surtout, le fait d'être regroupés ensemble, ils ont appris à monter des référés contre l'État. Et ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est vraiment Calais et... pas sur Grande-Synthe, il n'y en a pas eu. Hein. Mais sur Calais, ils ont inventé ça. Là, ils viennent d'en gagner un contre l'interdiction de distribuer de la nourriture. C'est un pas important et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup le pouvoir. Parce qu'avant, les assos, elles travaillaient un petit peu dans leur coin. Bien sûr, elles parlaient à la presse, mais elles n'avaient pas ce pouvoir de, entre guillemets, nuisance qui, aujourd'hui, leur permet de contrer de façon légale. Et je crois que c'est un vrai avenir aujourd'hui. Il y a des avocats, j'en connais, qui travaillent vraiment sur le sujet et qui ont envie de développer des choses en se disant, demain, nous, les assos, on doit travailler encore plus sur le juridique parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est intéressant. C'est un schéma qui nous rappelle des choses ici à Lille, où il y a un comité des sans-papiers, ils ont fait ça depuis longtemps, effectivement, ça fonctionne. Oui. Revenons à Grande-Synthe et à la population grand-synthoise. Comment réagit-elle? Vous disiez tout à l'heure, ce qui les gênait, c'était de voir cette misère à leur porte, ils ne l'acceptaient pas, mais de façon plus globale. Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils ont peur? On parlait d'appel d'air aussi tout à l'heure. J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, je ne sais pas si le confrère exagérait, que vous êtes plus connu au Kurdistan qu'ici. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé au Kurdistan. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'au Kurdistan, quand il y a quelqu'un qui veut partir par ce réseau de passeurs, ils savent qu'il va s'arrêter à Grande-Synthe. Donc au Kurdistan, on connaît Grande-Synthe, malheureusement. La population, elle a très bien réagi depuis le début. On a eu juste au mois d'août, fin août, un début de pétition, mais justement des gens qui habitaient ce lotissement qui était juste de l'autre côté, en se disant nous ça va être Calais juste en face de chez nous, et ils ne veulent pas ça. Mais c'est pas du tout, encore une fois, ils voulaient qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Et mon directeur de cabinet les a reçus, a discuté avec eux en leur disant voilà ce qu'on est en train de faire. Et du coup, il y a eu cette relation de confiance qui s'est nouée avec la population, et depuis, on n'a pas eu de manifestation, pas eu de pétition. Je reçois quelques courriers de gens qui ne sont pas contents, de gens qui disent vous en faites plus pour les migrants que pour la population, vous vous occupez d'eux, mais il y a des gens qui dorment dehors, et à Grande-Synthe, il n'y a personne qui dort dehors, et voilà, donc c'est vraiment de l'ordre du fantasme quand on a un certain nombre de réactions. Donc j'ai pas de mouvement de population hostile. Je reçois au contraire plein de gens qui viennent me voir, ce qui n'arrivait pas précédemment, qui viennent me voir en me disant tenez bon, allez-y, continuez. Alors je dis pas que tout le monde est favorable, loin de là, mais au moins j'ai pas de manifestation contraire. J'ai vraiment très très peu de courriers qui se plaignent de ça, parce que ça génère, enfin il n'y a pas de problème en ville lié à la présence des réfugiés. Ça a créé 46 emplois, parce que du coup les gestionnaires, pour gérer ce camp, il avait besoin de recruter du personnel, donc il y a 46 personnes qui ont été embauchées sur le camp. Les commerçants, ils sont contents parce qu'ils ont plus de personnes dans leur commerce. Ça ne bloque pas l'économie locale, comme j'entendais dire à Calais, l'économie locale est en berne, là pas du tout. Voilà, donc les choses se passent plutôt bien, ça ne dérange personne. On a de temps en temps des habitants dans le
quartier qui est mitoyen, enfin qui est maintenant un peu plus loin, mais le quartier le plus proche, des habitants qui disent oui, mais des fois le soir ils arrivent à une dizaine ou une quinzaine, donc c'est plus un sentiment qu'on peut avoir d'insécurité. Ils voient des voitures anglaises aussi, des réseaux de passeurs qui viennent embarquer des gars dans le quartier, donc là on réagit tout de suite, on demande à la police de faire des rondes accentuées dans les quartiers. La population voit qu'il y a une réponse à leur inquiétude, et donc du coup, voilà, les choses se passent plutôt bien. Voilà, on n'a pas à regretter quoi que ce soit de phénomènes de délinquance liés à la présence des réfugiés sur le territoire de la ville. Donc c'est accepté et ils accompagnent. Moi, je raconte, je crois, dans le livre. Alors des fois, je ne sais plus ce que je dis dans le livre et pas dans le livre. On va le dire après. Mais juste, on a mis il y a quelques mois, au début de l'année, on est en début de l'année 2016, on a mis un anthropologue, un sociologue travailler en immersion dans la population sur le concept de ville en transition, parce qu'on s'est déclaré ville en transition en 2011. Et je voulais voir un peu comment la population s'était accaparée cette notion-là, ce que ça signifiait pour elle. Et cet anthropologue me raconte que sur le marché de la ville, il a interrogé des habitants, et il y a une habitante qui lui a dit: on avait été élue capitale française de la biodiversité en 2010 pour les efforts en termes de biodiversité qui étaient faits sur la ville. Et elle nous dit, avant on était capitale française de la biodiversité, maintenant on est capitale française de l'humanité. C'était une belle... Voilà, c'est les habitants, ils se sont appropriés aussi cette action qui a été mise en place, le fait que ça soit médiatisé, qu'il y ait des choses... pour moi, ça montre bien que la population, derrière, elle accompagne les choses. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une spécificité, justement, à Grande-Synthe? Parce qu'il y a un brassage de la population qui est codé depuis... Oui. On a fait un travail de pédagogie. Moi, j'ai envoyé des lettres à la population, une par mois, entre août et décembre, janvier, ou même mars, presque pratiquement, jusqu'à l'ouverture du camp. J'ai fait une lettre par mois à la population sur le problème, en disant, voilà, ils sont autant, qui sont ces personnes, d'où elles viennent. Donc vous informez régulièrement? Oui, j'ai informé, après avec la création du camp, c'était plus besoin d'informer comme ça, mais de l'évolution, que j'avais écrit au Premier ministre à 3 reprises, que j'avais jamais eu de réponse de Manuel Valls, que j'avais rencontré Bernard Cazeneuve, voilà ce qui s'était dit, qu'après quand on a décidé de la création du camp, voilà ce qu'on va faire, où on va le faire, pourquoi, combien ça va coûter. Toujours dans cette relation de confiance que j'ai avec la population, il faut faire de la pédagogie, puis en plus quand vous expliquez à la population, elle comprend, et puis elle accompagne les choses, enfin, c'est mieux. Et aujourd'hui d'ailleurs, pour d'autres sujets, on me demande que je fasse le même type de lettre à la population. Et vraiment, ils ont tout de suite accompagné le mouvement. Ils disaient aux journalistes, moi j'ai eu vraiment toute la presse nationale, européenne, les Japonais, les Russes et les Canadiens qui sont venus m'interviewer en décembre 2015. Et quand les journalistes me disaient, venez, on va faire l'interview sur l'ancien camp. Je disais, moi, je ne prends pas derrière moi ce camp-là, j'ai trop honte de ça. Donc, allez faire votre boulot, allez sur le camp, faire vos interviews, allez voir la population à côté, posez-leur les questions. Je ne serai pas là, donc comme ça, ils vous répondront ce qu'ils auront envie de vous répondre. Et puis après, on se voit dans mon bureau. Et tous, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, la population, elle est d'accord avec ce que vous proposez. Donc voilà, ça prouve bien que la population... Et puis il y a eu un reportage sur France 3 vendredi, la semaine dernière, quand j'ai signé l'avenant à la convention avec Emmanuel Cos. Ils sont allés faire le micro-trottoir à Auchan, qui est juste à côté du camp, et en centre-ville, et tous les témoignages des habitants nous disent, nous, ne nous dérange pas, tant que ça ne pose pas de problème. Voilà, ils sont là, c'est comme les autres. Oui, moi aussi, c'est des clients supplémentaires. Donc, c'est pas au maire qui le dit, c'est aux médias. Donc, je pense que... Voilà. C'est vrai que même l'opposition vous laisse tranquille là-dessus? Bah oui. On a vu ce qu'a dit Franck Dersin, il n'est pas à Grande-Synthe, mais c'est un élu des Républicains. Bon. Ouais, il dit, Damien, il a le courage de faire ce que c'est incroyable. Oui, mais voilà, je pense que... Il a dit, moi je n'aurais pas eu le courage de faire ça. J'ai pas eu le courage de faire, parce que lui, il a demandé à démanteler le camp qu'il y avait chez lui. Alors, et effectivement, c'était pour rejoindre ce que vous disiez. La ville de Grande-Synthe, c'est une ville qui est née dans les années 60, enfin en 1960, avec l'implantation d'usineurs en bord de mer. Et pour venir travailler à cette usine, à l'époque, on manquait de main-d'œuvre, et donc on a fait appel à des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Maghrébins, Algériens et Marocains, qui sont venus à Grande-Synthe, créer cette ville. C'est une ville issue de l'immigration, qu'on est allé chercher à un moment donné, et je leur ai rappelé notre histoire à tous. Grande-Synthe s'est formée à partir de l'immigration. Moi, je venais de l'Est de la France, mais il y avait aussi beaucoup de Polonais qui étaient là, qui étaient passés d'abord dans les mines, et comme on fermait les mines en région, ils sont atterris dans la sidérurgie à Dunkerque. Mais cette ville, elle s'est construite autour de ça. Et depuis des années, je mets en avant, depuis que je suis maire, moi, que c'est une richesse, cette multiculturalité, ce vivre ensemble. Enfin, voilà, on favorise cet élan-là. Et aujourd'hui, avec les réfugiés, c'est un élément supplémentaire, mais qui s'inscrit dans l'ensemble des autres politiques. Grande-Synthe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était 1500 1600 maraîchers, 1600 habitants en 57, 58. Alors
va parler davantage de... Ça y est, je n'ai plus... Je peux ajouter une chose. Peut-être qu'il y a un écosystème particulier à Grande-Synthe, mais en tout cas, ce qu'on observe à peu près partout, c'est que même quand il y a des oppositions aux migrants, au départ, en fait, au fil du temps, et quand les gens sont là, quand les riverains les connaissent, quand il y a une vraie une relation qui se... Enfin, quand les gens changent, quand c'est plus des migrants, mais c'est des humains, c'est des, voilà, des gens avec qui on parle, qui ont une histoire, qui peuvent la raconter, là, le regard change totalement. Et je prends pour exemple une ville comme Forges-les-Bains dans l'Essonne, où il y a eu tout un bazar l'été dernier avec une réunion publique absolument épouvantable où la préfète s'est fait insulter, tout ça parce qu'il voulait ouvrir un CAO. J'y suis retournée 3 mois après. Les Afghans étaient là, 50, 60, je ne sais plus. Et en fait, ça se passait super bien et tout le monde était content de les avoir. Donc il y a toujours ce côté-là. Et il y a toujours le côté aussi, et pourquoi Grande-Synthe, ça marche, et pourquoi Calais, ça ne marchait pas, c'est que quand on organise... 30 km, quand les entre choses, les deux, 35, oui, voilà. oui. Quand on organise les choses et quand la population n'a pas l'impression que c'est laissé totalement de façon incontrôlée, et Calais, c'était vraiment ça, quoi. Ça change tout et ça change dans le regard qu'on peut avoir, je pense. Même si, bien sûr, il y a aussi toute une histoire qui est différente sur Grande-Synthe. Vous voyez, vous, en tant que journaliste, une évolution du regard sur l'immigration, parce qu'on n'a pas toujours... Évidemment, il y a eu l'histoire du petit Elan, la fameuse photo qui avait fait un peu bouger les lignes. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est oublié, si on revient à tout cela. On ne parle pas en dizaines de milliers, on parle... C'est quoi? C'est les exilés. D'ailleurs, faut-il dire exilés ou faut-il dire migrants? En termes d'exilés, c'est 230 millions d'exilés dans le monde. 250 millions en plus avec les exilés climatiques. C'est 3%, en gros, 3% de la population mondiale qui bouge. On a été à 6 au début du XXe siècle. C'est complètement énorme. Alors, sur le plan de l'accueil, justement, on a bien vu la différence entre, j'ai fait une bêtise, entre l'Allemagne, pour toutes les raisons qu'on peut expliquer, et puis la France. Est-ce que, globalement, il n'y a pas un sacré problème d'intégration de ces personnes, de ces exilés? Est-ce que c'est en train d'évoluer ou est-ce qu'on a raté le coche? Alors, il y a un problème d'intégration du sujet dans le débat aujourd'hui en France. Quand on regarde la campagne électorale, quand on sait que Marine Le Pen, elle fait son beurre sur cette histoire, oui. Et qu'elle raconte énormément de mensonges, qu'est-ce qui est déconstruit par la gauche? Qu'est-ce qui est déconstruit par la droite classique? Rien. Parce que ce sujet, en fait, si on est droite classique, on essaie de suivre les propositions et d'avoir l'air ferme et d'avoir l'air de proposer quelque chose de différent de Marine Le Pen, mais de proposer quelque chose. Et puis, si on est à gauche, on essaie de mettre un peu la poussière sous le tapis et surtout, oh là là, qu'on ne fasse pas monter le Front National en parlant du sujet. C'est ça l'idée de base qui traîne, c'est qu'on va faire monter le Front National si on en parle. Qui a déjà prouvé ça? En fait, ça ne tient pas debout. Et ce sujet, on ne peut même pas en parler. Chaque fois, enfin très souvent, en prenant des infos, il y a énormément d'interlocuteurs qui disent « Ouh là là, mais si vous écrivez ça, ça va faire monter le FN ». Mais attendez, moi je ne suis pas aux manettes. Si vous faisiez autre chose, peut-être que le FN ne monterait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? À force de retourner sans arrêt le débat, il n'y a plus de débat sur ce sujet, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'accueil? En termes d'accueil, il y a toujours, toutes les études sur l'opinion publique montrent 3 grands groupes. Il y a les pro-migrants qui se taisent, qui ne parlent pas globalement plutôt, mais qui vont être dans des associations qui sont autour des CAO. Il y a un énorme élan de solidarité. Là, ce sont des acteurs, voilà, c'est des acteurs isolés qui font des choses. Il y a à l'opposé ceux qui ne veulent pas, ceux qui pensent que la France ne peut plus accueillir aujourd'hui. Ceux-là, on les entend un petit peu plus. Et puis il y a au milieu un grand groupe d'indécis, alors qui tend d'un côté ou tend de l'autre. D'ailleurs, les études européennes sont assez intéressantes parce que ce groupe d'indécis, il a plutôt tendance en France à pencher du côté anti-migrant, alors qu'en Allemagne, il a plutôt tendance à pencher du côté pro-migrant. Donc on peut se poser la question... À cause de ce qui s'est passé récemment? À cause d'Angela Merkel ou... Non, alors c'est quelque chose d'assez stable sur ces 2 dernières années, qu'on observe bien auprès des instituts qui font des travaux réguliers sur le sujet. Et leur explication à eux, aux politologues qui bossent sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'est le discours politique qui va faire pencher d'un côté ou l'autre. Comme chez nous, il n'y a pas de discours politique et que c'est sous le tapis, on penche du côté anti.
Est-ce que, sans aller trop loin, est-ce que l'Europe n'aurait pas un autre rôle à jouer? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, je ne sais pas, un moyen d'entrée regardez les passeports, quand on regarde nos passeports aujourd'hui, je crois qu'il est indiqué dessus, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié le mien, mais c'est un passeport européen, il y a un passeport français pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un titre européen en attendant d'eux, peut-être, je ne sais pas, on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui permette justement de faciliter cette arrivée en attendant de trouver une solution. Le droit d'asile qui devient compliqué. On peut toujours imaginer, mais sauf que à l'heure actuelle, le droit d'asile est du ressort des nations. Tant qu'il restera du ressort des nations, les politiques migratoires aussi. Donc voilà, à partir de là, c'est pas possible. Et puis sécuriser les arrivées, il existe. La France dispose d'un outil qui s'appelle le visa humanitaire, pardon, le visa asile même. Et mais en fait, on l'utilise quasiment pas. Donc voilà, c'est je ne sais pas, qu'en dit le politique? Non, mais je pense, je n'aime pas particulièrement Angela Merkel, parce qu'il y a plein de choses qu'elle fait que j'apprécie pas, mais sur l'histoire de l'accueil des migrants tel qu'elle l'a fait en septembre, c'est en septembre 2015, je pense qu'il y aurait peut-être pas l'Europe, parce qu'on voit bien que l'Europe est bien partagée sur ce problème-là, tous avec des raisons avouables plus avouables les unes que les autres, mais je pense que s'il y avait eu 3-4 pays qui avaient décidé de la suivre, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Déjà, si la France l'avait suivi. Oui, mais c'est ça, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas s'il y avait eu quelques pays qui suivaient, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui, où effectivement on se renvoie la balle, où il n'y a pas de solutions qui sont trouvées, même si on avance petit à petit. Je pense que les centres d'accueil d'orientation, c'est pas une vieille politique en France, elle a 1 an, elle a un peu plus d'1 an, et les choses se mettent en place petit à petit, mais on y va effectivement, comme le dit Marilyn, sur la pointe des pieds, parce qu'on a peur de faire des voix du Front National, mais c'est ce que je dis à mes copains politiques, mes copains, aux élus politiques que je rencontre, quand ils disent oh, non, le Front National, mais les copains, Marine Le Pen, elle n'a même pas besoin d'arriver au pouvoir, quoi. Vous êtes en train de mener ce qu'elle préconise. Vous êtes en train de mettre en place ce qu'elle préconise, c'est-à-dire ne rien faire et rejeter la responsabilité ailleurs. Donc montrer les choses, et effectivement, Marilyn vient de le dire, mais moi qui vais beaucoup en France aujourd'hui témoigner de ce qu'on a fait à Grande-Synthe, je vois partout des maires, alors des maires d'un petit village de 179 habitants à côté de Niort, il a 20 réfugiés dans son village, ça se passe super bien, maire de 3000 habitants, le maire les Républicains du Havre qui accueille 350 familles syriennes chez lui et qui disent tout se passe vachement bien, il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en œuvre, et il y a des maires aujourd'hui, ce que disait Marilyn, il y a des maires aujourd'hui, parce que l'État s'était engagé à fermer un certain nombre de centres au 31 mars. Donc l'État arrive en disant, ben voilà, suivant l'engagement qu'on a pris, on va fermer le centre d'accueil, et qui gueule aujourd'hui parce qu'ils veulent que le centre continue à exister. Donc, et ça, si c'était passé dans l'opinion publique, dans les médias, à travers l'Europe, eh ben on n'en serait pas là sur la vision de l'accueil de ces réfugiés qu'on doit organiser chez nous. Qu'on le veuille ou non, et c'est une question qu'on pose souvent, oui mais là, c'est ce gouvernement-là, vous les connaissiez, c'était de gauche, etc. Mais quand ça sera un gouvernement peut-être de droite, la prochaine fois, ça va être plus difficile. Donc, vous savez, moi, quel que soit le ministre, hormis si c'est les fachos qui arrivent, mais j'y crois pas, mais franchement, si demain ça change de gouvernement, je crois qu'il sera comme les autres, il devra faire face, et qu'il n'y a pas 36 solutions à mettre en œuvre. Donc il n'aura pas beaucoup de choix dans les politiques qu'il va devoir mettre en œuvre, et je crois que je n'ai pas trop d'inquiétude sur l'avenir du camp, tant qu'il n'y a pas une autre réponse, ce camp n'a pas vocation à être pérenne, tant qu'il n'y a pas d'autres réponses satisfaisantes. C'est la question de la volonté d'une équipe dirigeante, des dirigeants. Bah oui. Alors justement, l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait en la matière concernant les mineurs. Il y avait eu, on avait cru comprendre qu'il y avait des engagements. Si, ça a évolué. Alors non, c'est en fait pas autant qu'on le c'est souhaitait. assez compliqué. Alors, pas autant qu'on le souhaitait, peut-être, ou pas autant. Enfin, est-ce que c'était pas une stratégie aussi pour vider Calais, parce que toutes les associations disaient attention, c'est dangereux de démanteler, alors qu'il y a énormément de mineurs. C'est vrai que Cazeneuve a beaucoup dit vous inquiétez pas, c'est géré avec la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il n'a jamais eu d'engagement chiffré de la Grande-Bretagne? Donc voilà, la Grande-Bretagne ensuite a étudié les dossiers, en a pris un certain nombre. C'est vrai que les jeunes qui sont partis en CAOMI, il y en a qui sont revenus. CAOMI, c'est CAO pour mineurs. Me demandez pas pourquoi on prononce CAO et pour l'autre, voilà. Donc il y en a énormément qui sont revenus aussi en disant, ben voilà, on nous avait promis qu'on étudierait nos dossiers. Voilà, il s'est rien passé, on nous a rien dit et terminé, quoi. Et donc
je tente de repasser directement. Et puis, ce que j'ai appris en allant sur place à Calais il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, quand ils sont revenus, les premiers mineurs qui sont revenus, il y en a une vingtaine qui a réussi à passer quasiment en 3 jours, quoi. Parce que les autorités n'avaient pas anticipé le fait qu'il y aurait des retours aussi précoces, et ils sont tous passés par le même dispositif, sans passeur, sans rien. Donc ensuite, ça a attiré les autres, puisqu'évidemment, ça se sait entre eux, et puis il y a eu énormément de fuites depuis les Caomis, quoi. Et aujourd'hui, il y a essentiellement, il y en a qui le savent dans la salle, il y a beaucoup de mineurs dans le groupe des migrants qui traînent à Calais en ce moment, c'est sûr. Eh ben voilà, moi je ne suis pas sûr que l'image de la ville, quand on accompagne les choses, elle soit mauvaise. Moi j'ai plein de retours aujourd'hui, de témoignages de gens qui trouvent que ce qu'on fait c'est super, quoi. Et puis qui ne parlaient pas de Grande-Synthe, qui ne connaissaient pas avant et qui témoignent de manière différente. Et donc on peut aussi positiver le message et faire en sorte que... Voilà, qu'on monte, mais et encore une fois, je ne cache pas la vérité, je dis que c'est dur, je dis qu'il y a des passeurs sur lesquels on combat, etc. Ça, c'est une réalité. Et je dis qu'il y a des cons sur ce camp aussi, parmi les réfugiés, mais comme dans toute société, quand vous avez 1500 personnes, vous avez une part de cons à l'intérieur. Et donc, il y en a qui mettent le désordre, il y en a qui créent un certain nombre de problèmes, mais globalement, ce n'est pas du tout ça. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on a quelques individus qui sortent du lot. Mais voilà, moi, je pense qu'on peut justement se servir de ça. Moi, quand l'éditeur m'a proposé le maire des migrants, je me suis dit, purée, quand même, ça me colle vraiment ça à la peau. Mais finalement, c'est comme ça que, malheureusement, comme ça qu'on a été médiatisé et si ça peut servir et c'est pour ça que je vais aussi faire beaucoup d'interventions en France pour justement expliquer les choses. Et c'est là que moi, vraiment, j'ai une autre image de la France que celle qu'on voit dans les médias. Parce que je vois plein de gens qui accueillent. Et vraiment, que ça soit à Niort, que ça soit à Montpellier, que ça soit à Grenoble, que ça soit à Aime, que ça soit à Arras, que ça soit à Bourg-la-Reine, que ça soit à Saint-Ouen-l'Aumône, que ça soit la semaine prochaine à La Roche-sur-Yon ou à Val Thorens dans 15 jours, à chaque fois les salles sont pleines. Mais des salles à Grenoble, il y avait 1000 personnes et 200 personnes qui attendaient en bas pour rentrer, une journée pour parler des migrations, avec plein de gens dans la salle qui disent « Mais comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut organiser l'accueil en France ?» Et c'est partout pareil. Et moi, c'est vraiment ce que je rencontre aujourd'hui en France. Et je me dis, c'est autre chose que ce qu'on voit dans les médias, où on voit effectivement quelques fachos qui vont mettre des coups de fusil dans un CAO qui va ouvrir, ou des choses comme ça, parce que c'est pas le vrai visage. Oui, mais parce que c'est compliqué pour les médias, comme c'est vraiment de façon très puzzle et de façon très sporadique et isolée. Voilà, ils ne font pas masse, ces gens-là. Ils font masse quand ils travaillent sur le respect de la parole gouvernementale contre le dublinage pour ceux de Calais. Là, ils se regroupent, mais c'est en fait autrement, ce sont des toutes petites structures. Donc c'est vrai que médiatiquement, on se pose souvent cette question. Je sais bien qu'on n'a pas assez parlé des choses positives en termes d'accueil, mais c'est très compliqué. Alors, je peux faire un peu une digression, puisqu'on est dans l'école... Allons-y pour une digression et au club de la presse. Donc. Ouais, non, mais je pense qu'on est en train de crever de l'information en continu, quoi. Parce que moi, par exemple, contre le monde. Non, mais les chaînes d'information. Oui, mais il y a les web maintenant, il faut fournir. Non, mais franchement, les chaînes d'information continue, elles ont besoin de bourrer l'antenne. Et donc moi, par exemple, les chaînes d'information continue, je ne les vois que quand il y a un problème sur le camp. Il y a 15 jours, 3 semaines, lundi, il y a 15 jours, on a eu un groupe j'étais sur le camp, je faisais à manger pour le repas du soir pour les réfugiés. Donc je les ai vus passer. Parce que quand il s'ennuie, le maire, il va faire à manger dans le camp, faut le savoir. J'ai vu passer 200 mecs qui venaient là, avec un meneur qui animait, qui allait s'affronter au CRS à l'entrée, parce qu'on a mis des bracelets, qui ne voulaient pas des bracelets, parce que du coup ça perturbait leur trafic. Et donc ils ont mis le feu à une poubelle, ils ont jeté la poubelle sur un local qui a brûlé, etc. Et j'ai vu BFM, par exemple, pour ne pas les citer. Mais je ne les vois jamais en dehors de ça. Jamais ils viennent voir, comme cet après-midi, là je suis arrivé un peu en retard parce qu'il y avait une journaliste qui venait me voir, de la presse spécialisée pour les enfants. Ne me demandez plus les titres, je ne sais plus parce que je ne les connais pas. Mais elle avait passé l'après-midi sur le camp, mais elle est arrivée dans mon bureau, elle était bouleversée. Des témoignages qu'elle avait entendus. Comme chacune des personnes qui viennent sur le camp discuter avec les réfugiés eux-mêmes, avec les bénévoles qui s'en occupent, ils changent, ils sont différents quand ils sortent du camp que quand ils rentrent, les journalistes qui viennent à Grande-Synthe. Mais ça, je ne le vois jamais. Enfin, je ne le vois pas jamais, mais je ne le vois pas suffisamment souvent.
parce que les histoires humaines qui sont derrière, elles sont extraordinaires. Et il y a plein de choses à faire. Il y a simplement alors je culpabilise pas les journalistes, ils sont là, ils ont leur rédaction qui leur demande d'être là, etc. Et donc ils font leur boulot. Mais je pense qu'à un moment, il faut se poser pour vraiment prendre le temps d'expliquer, de donner les tenants aboutissants et d'avoir tous les éclairages, toute l'information autour du sujet, et pas simplement le fait divers qui remplit l'antenne à un moment. Enfin, vraiment, moi, ça me... Je l'ai vu par un truc la semaine dernière. Je vais rendez-vous chez Bruno Leroux le jeudi matin à 8h. Si je veux être à Paris le jeudi matin à 8h, je dois partir la veille de Grande-Sainte parce que sinon, j'ai pas de train qui m'amène à 8h. Donc, dans la voiture qui m'amène ici à Lille pour prendre un train, j'ai coup de fil de l'AFP qui me dit « Vous avez vu la déclaration de Bruno Leroux qui annonce le démantèlement du camp ?» J'allais au rendez-vous avec Bruno Leroux pour négocier l'avenant à la Convention de 6 millions par an avec un certain nombre de choses. Il dit non, je ne comprends pas. Et donc je lui réponds pas. Je dis moi, je suis surpris de ce que vous m'annoncez. Mais j'ai eu l'AFP, mais l'AFP a fait un communiqué. Du coup, j'ai eu tous les médias qui ont tous mon numéro de téléphone, qui m'ont tous appelé. C'est moi qui ai appelé Marilyn, je ne suis pas sûr. C'est pas... Mais voilà, parce que mais c'était une folie furieuse. Alors qu'en fait, et le Monde n'a rien fait, non, même le Monde.fr. Ouais. Non, je sais, mais sinon, ça a été de la folie. Et donc, toutes les chaînes de télé, c'était on va démanteler Grande-Sainte, annoncer machin. Et le lendemain matin, je voyais Bruno Leroux, il dit non, c'est un resserrement du camp à 700, mais c'est ce que je demande, un resserrement du camp, un avenant de la Convention, etc. Alors, est-ce que c'est un jeu entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement, parce que la ministre, elle venait chez moi 2 jours plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui a été retiré de son contexte et mis... peu importe, moralité, quand il y a un événement qui part, ça prend une... Et c'est pas la bonne information, quoi, surtout. Aujourd'hui, moi, du coup, j'ai des réfugiés sur le camp qui disent « Oui, mais on a vu à la télé que ça va être démantelé. » Je leur dis « Non, les gars, c'est pas ça, etc. » Mais derrière, il faut ramer, quoi, pour rattraper les choses.